France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Bonsoir chérie Samba. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir dans Un jour dans le monde à l'occasion de cette rétrospective qu'offre le musée Mayol de vos œuvres. 50 ans de peinture. Vous êtes le peintre sans doute le plus connu du continent africain. Vous êtes originaire de RDC, République démocratique du Congo. Vous vivez toujours à Kinshasa. Votre patte, et on va y revenir, ce sont les couleurs très vives, ce sont beaucoup d'autoportraits, ce sont des textes aussi sur les tableaux. Vous appelez ça la griffe sambaïenne. La collection qu'on peut voir à Mayol jusqu'au 7 avril, donc à Paris. On a le temps, mais c'est les vacances, profitons-en. C'est la collection de Jean Pigosier, c'est important de le dire, parce que c'est l'un des premiers qui vous a vu, suivi et admiré depuis le début. Chérie Samba, est-ce qu'on redécouvre son propre travail à l'occasion d'une rétrospective ? Est-ce que vous aussi, au fond, d'une certaine manière, vous regardez votre parcours des années 70 jusqu'à aujourd'hui à l'occasion de ce retour en arrière ? Oui, justement. Quand l'occasion m'est donnée de revoir le passé qui, des fois, me fait beaucoup rire, ça me réjouit. Donc, je suis fier de cette rétrospective grâce à M. Jean Pigosier. C'est une fierté de joie. Ce qui frappe quand on regarde l'évolution de vos tableaux, quand on regarde ces 50 dernières années, c'est combien tout a commencé à Kinshasa, vous exposez pour les gens qui vous entourent, l'art populaire, c'est pas du tout un gros mot, et puis plus on avance dans le temps, plus c'est le monde que vous regardez, et peut-être même que ce monde à la fois vous inspire et aussi vous fait peur. Je pense au tableau sur le 11 septembre, je pense au monde vomissant où on voit tous les mensonges de l'Amérique vomis par le monde, je pense au sida, à Ebola. Il y a des thèmes dont vous vous emparez au fil de votre histoire de peintre que vous ne touchiez pas au début, qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais la façon que vous présentez votre argument là, on dirait que c'est ce que moi je devrais parler. Mais vous le dites vous-même là. Alors que dois-je commenter ? Parce que franchement, tout ce que moi je peux commenter, c'est ce que vous dites. Alors, dites-le et moi moi. Je ne fais qu'accepter. Alors, tout ce que vous dites là, c'est cela. Mon travail. Alors, je vais le faire différemment. À quel moment... Non. Continuez dans votre élan, là. Moi, ça m'aide beaucoup. À quel moment diriez-vous, chérie Samba, que vous avez levé votre regard et que vous avez cessé de regarder simplement Kinshasa pour regarder le reste du monde ? À quel moment ça bouge dans votre œuvre, ça ? Non. Moi, je peux pas lever mon regard sur Kinshasa parce que je peins d'une façon universelle. Je puise dans le quotidien, et le quotidien de Kinshasa, je pense que c'est le même partout dans le monde. Donc, je ne peins que ce que je vois autour de moi, et ce que je vois autour de moi, c'est ce que tout le monde voit aussi partout dans le monde. Autour de vous et avec vous, il y a beaucoup d'autoportraits dans votre œuvre. Est-ce que c'est aussi une manière de montrer votre cheminement à l'intérieur de ce monde-là et de votre vie ? Et bon, là, de me représenter. D'abord, moi, je suis pas une vedette de la télévision, et je me disais, il faudrait quand même ceux qui aiment mon travail, qu'ils voient aussi celui-là qui fait ce travail-là, chérie Samba. Et on vous voit avancer, on vous voit grandir, on vous voit vieillir aussi au travers de vos tableaux. Votre œuvre la plus connue, chérie Samba, probablement, c'est aussi la tête d'affiche de l'exposition, c'est votre visage noir, mais qui est découpé en spirale. Et à l'intérieur, il y a des couleurs, il y a des paillettes. Vous avez un pinceau dans la bouche et des couleurs en descendent aussi. Ça s'appelle d'ailleurs « J'aime la couleur ». Comment vous expliquez que cette peinture-là soit celle qui a particulièrement traversé le temps et qui est peut-être devenue votre signature ? Pourquoi c'est ça qui vous définit le mieux ? Est-ce que c'est ça qui vous définit le mieux ? Ah oui, vous le dites que c'est ça qui me définit mieux. C'est la peinture qu'on connaît le plus. Oui, justement, moi-même, je m'en rends compte que vraiment c'est cette peinture-là qui peut-être qui m'a propulsé. Et là, c'est justement pour faire interpeller les gens qui, eux, se disaient qu'ils n'ont pas de couleur, mais ils connaissaient les gens de couleur. Et moi, je comprenais pas pourquoi on devrait parler et qu'il y aurait des gens de couleur et d'autres gens sans couleur. Ça, peut-être c'est du côté racisme, hein. Bon, je ne vais pas parler de racisme, mais c'était ça. On parle les hommes et les gens des couleurs, comme par exemple chez les Africains. Donc on dit que les Africains ont de la couleur.
et que dans d'autres continents, entre guillemets, disons, le blanc n'ont pas de couleur. Je dis, mais vraiment, quelle méchanceté. Et comment les gens ne peuvent pas voir ce qui est réel? On ne voudrait pas parler de la réalité. Même les blancs ne sont même pas blancs. Hein. Moi, je suis peintre. S'il me donnait que je sois professeur, comment dirais-je, chez les élèves, que ma couleur à moi, qui est peut-être brune ou je ne sais quoi, et que je dise à mes élèves que ma couleur à moi est noire. Mais c'est impossible. Et que les soi-disant blancs, qu'ils se disent que leur couleur est blanche. Mais non, c'est pas possible. Il faudrait qu'on redéfinisse tout cela. Le blanc n'est pas blanc, le noir n'est pas noir. Parce que Dieu qui nous a différenciés de couleurs n'est pas bête quand même. Et donc il faudrait qu'on se reconnaisse dans ce qu'on est et qu'on accepte toutes les couleurs. Et depuis que j'ai peint ces tableaux-là, franchement, je vois comme si j'ai mis d'accord à tout le monde. Au début, on me disait, pour que l'œuvre soit une bonne œuvre, il ne faudrait pas qu'elle soit... reproduite trop souvent. Reproduite, oui, trop souvent. Au départ, moi, je disais, mon œuvre, celui qui a mon œuvre, qu'il ne pense pas que c'est lui seul qui a la même œuvre. Et je disais, moi, j'aime reproduire mon œuvre à 3 exemplaires. Oui, seulement. Il y a même un tableau qui le dit, un autoportrait qui le dit, pas plus de 3 fois. Voilà, donc je voulais que je reproduise mon œuvre à 3 exemplaires. Mais curieusement, même les gens qui me disaient, qui me prodiguaient des conseils pour donner la valeur à son œuvre, il faudrait que ça se limite à une seule reproduction. Parce que c'est votre œuvre signature. En effet, Chéri Samba, je me suis beaucoup arrêtée sur cette série de 3, où vous vous mettez en scène avec Picasso. Où vous avez chacun une œuvre sous le bras, vous entrez au musée d'art moderne, il y en a un qui rentre, c'est Picasso, et l'autre qui a beaucoup plus de mal à rentrer, c'est vous, et vous interrogez quel avenir pour notre art. Vous le faites en 3 exemplaires, là pour le coup. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Est-ce que l'art africain a la place qu'il mérite aujourd'hui, selon vous? Enfin, la place qu'il mérite? Là aussi, moi, j'aime pas qu'on parle de l'art africain. Moi, j'ai toujours voulu que l'art soit vu d'une façon globale, qu'on ne dise pas sa provenance, qu'on voit l'art pour l'art. Parce que s'il faudrait acheter, par exemple, des pots de peinture, comment différencierons-nous que le pot-là qu'on achète de peinture, il soit de l'Afrique ou de l'Europe? C'est vague tout ça. J'ai toujours préféré que les artistes produisent ce qu'ils sont capables de produire, et que le monde qui voit la production l'accepte comme telle. Mais alors, si on voudrait savoir, mais qui l'a fait, qu'on voit que c'est Chéri Samba, ça c'est fait par Chéri Samba, mais qu'on ne voit pas que c'est un Africain. L'art doit rester universel. Chéri Samba, ce qui rend votre œuvre unique, au-delà des couleurs, ce sont les mots. Chacune de vos toiles est accompagnée par des textes. Au début, d'ailleurs, c'était plutôt des bulles. Maintenant, ce sont des textes qui sont des vrais textes touffus. On a tendance à dire, mais le tableau doit pouvoir parler tout seul, il parle tout seul. Et vous dites pas du tout. Il faut donner de l'explication, il faut donner à comprendre, il faut interpeller les consciences. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des mots tout le temps autour de vos tableaux ? Les images peuvent aussi parler d'elles-mêmes, mais à l'époque, il n'y avait pas de peintures qui portaient de textes ou de bulles, comme vous le dites là. Alors, l'artiste, pour se démarquer des autres, il a voulu se faire un chemin qu'il a appelé la griffe sambaïenne. Que le monde accepte aussi des tableaux et qui auraient des textes. Maintenant, je peux peindre un tableau sans que je veuille mettre de texte, mais le monde, les gens qui connaissent la façon que je travaille... Maintenant, ils disent où sont les textes. Ah oui, ils diront, mais non. Et est-ce que parfois les textes viennent avant la peinture ou pas, Chéri Samba? Est-ce qu'il arrive que le texte vienne avant la peinture? Non, d'abord c'est le texte qui est à moi, parce qu'avant que je peigne quelque chose, je sais déjà comment elle va finir. On me dit qu'il y a des peintres qui ne savent pas comment finir son tableau. Donc, quand il commence à travailler, il ne sait pas comment finir son tableau. Mais moi, au contraire, avant de peindre, je sais déjà ce que je vais mettre, comment va finir mon tableau, et quel texte je pourrais mettre si j'en aurais capable de mettre. Donc, moi, c'est d'abord les textes. Vous vivez toujours à Kinshasa.
Et c'est important de continuer à vivre là. C'est là que vous avez, au milieu des années 70, commencé à exposer dans la rue, montrer les œuvres aux gens. Aujourd'hui, que vous êtes exposé partout, que vous êtes au MoMA, que vous êtes au Musée d'Art Moderne, que vous avez participé aux collections Vuitton aujourd'hui, que vous êtes le Chéri Samba d'aujourd'hui, je me demandais si on pouvait toujours voir vos œuvres à Kinshasa et si vous regrettiez parfois de ne plus être sur les murs dans la rue. Quand on me dit vivre quelque part, bon, je sais pas. Mais c'est vrai, je suis à Kinshasa, je préfère vivre à Kinshasa, travailler à Kinshasa, mais ça m'empêche pas d'aller aussi ailleurs. Mais pardon de répéter ma question, et qui à Kinshasa peut voir vos œuvres aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas cette forme de frustration, dommage qu'il n'y ait pas plus de gens pour les voir? C'est vrai que je regrette un peu qu'à Kinshasa, il n'y a plus rien de Chéri Samba qui se voit, et pourtant, si on arrive à Kinshasa, qu'on demande le nom de Chéri Samba, c'est presque tout le monde qui connaît. Mm-hmm. Je répète que je regrette parce qu'il n'y a plus de ma production qui se voit. Mais les gens ou la jeunesse qui entend parler de Chéri Samba, c'est vers les gens de théâtre, parce que le nom de Chéri Samba est cité de tout le monde, hein, de ceux qui font des théâtres, de ceux qui... Et vous ne passez pas inaperçu chez vous. Est-ce que vous vivez dans un pays compliqué, hein, la République démocratique du Congo, c'est pas simple. Est-ce que vous diriez, et d'ailleurs vous l'avez payé, vous avez été à l'époque de Mobutu, vous avez été arrêté 2 fois, enfin c'est un pays compliqué, la RDC on ne l'apprend à personne. Est-ce que votre statut désormais vous protège, Chéri Samba? Mais bon, je ne sais pas le dire, si... mon statut me protège, personne n'est protégé. Si on voit les hommes politiques qui sont malmenés, on dirait que on voudrait pas. Non, si on n'entre pas dans la politique active et que peut-être on est un peu épargné, mais bon, nous autres, bon, moi, je dirais oui. Mais vous entrez dans la politique active par vos tableaux. Vous êtes pile dedans. Non. Moi, je suis pas dans la politique active. Et donc, je vois la politique, que je le veuille ou pas. Je fais de la politique, mais pas d'une façon active quand même. Donc, je suis mal considéré dans la politique. Et la série où j'étais inquiété, la série où on m'arrêtait, bon, ça s'était passé. Pour l'instant, je suis calme. Je suis calme. Je n'ai pas assez d'explications à donner à cette question-là. Excusez-moi. Non, je suis calme. J'ai bien compris votre réponse, Chéri Samba. Une réponse ambiguë. Pour un pays compliqué, encore une fois, et même parfois... c'est vous qui le dites que c'est un pays compliqué. Moi, je ne l'ai pas dit. Hein. Vous ne croyez pas que c'est compliqué, la RDC? Non, moi, je ne l'ai pas dit. J'ai bien compris. Moi, oui, je l'ai dit. Chéri Samba, on arrive au bout de cet entretien. Je voudrais savoir ce qui reste en vous de ce fils de forgeron que vous étiez, qui est arrivé à Kinshasa au début des années 70 pour vivre de son art. Qu'est-ce qui reste de ce fils de forgeron chez vous? Ah, mais le fils de forgeron, il est toujours actif, hein. Il est toujours écouté, il est aimé. C'est ça l'importance pour lui. Est-ce que vous êtes fier du parcours qui a été le vôtre quand vous regardez, encore une fois, vous regardez en arrière, vous dites quand même, j'ai commencé sur les murs, je suis au MoMA, je suis au Musée d'Art Moderne, j'ai une rétrospective. Enfin, c'est quelque chose, quoi, Chéri Samba. Sérieusement? Oui, moi, ça me réjouit que j'ai travaillé, je continue à travailler et que mon public est d'accord avec moi. Et c'est ça la fierté que je dois avoir. Il y a de la couleur, il y a des mots, il y a de la géopolitique, il y a du sens, il y a tellement de choses dans vos tableaux. La rétrospective Chéri Samba au musée Mayol à Paris, c'est jusqu'au 7 avril. Encore une fois, ça laisse du temps, mais allez-y, vraiment. Puis surtout, montez voir dans la collection permanente de Mayol, parce qu'il y a une surprise avec un de vos tableaux qu'on a mélangé au nu de Mayol, et vous comprendrez rapidement pourquoi si vous y allez. Merci beaucoup, Chéri Samba. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est moi qui vous remercie, mais je voudrais vous demander, si possible, que ce Chéri Samba là est maltraqué. Donc il y a des gens qui prennent les vraies images des tableaux de Chéri Samba et qui disent que c'est eux qui demandent que Chéri Samba soit aidé parce qu'il va aider tel genre, okay. Alors que c'est pas Chéri Samba. Vous ne demandez rien à personne sur les réseaux sociaux, que les choses soient très très claires. Si quelqu'un demande quelque chose en votre nom, ça veut dire que c'est une escroquerie. Voilà, c'est ça. Si vous pouvez m'aider dans cela. Eh bien, écoutez, c'est fait. Merci Chéri Samba. Merci beaucoup. Le 18-20, Fabienne Synthèse,
sur France Inter. Allez, la suite ce soir dans Un jour dans le monde, ça se passe au Venezuela où Nicolás Maduro a décidé de faire du tourisme le nouveau pétrole, et vous allez comprendre que la route est encore longue pour aller jusqu'à 19h. La bande de la semaine, c'est Sébastien Cabrita dos Santos sous les radars. Et on brave tous les interdits ce soir, direction la Catalogne pour visiter un musée rempli d'œuvres censurées. Le Monde à 18h50 et l'édito de Marion Van Renterghem. Bonsoir Marion. Bonsoir Fabienne. Ce soir, je vais expliquer comment les États-Unis se trouvent malgré eux embarqués en Europe et au Proche-Orient, c'est-à-dire tous les terrains du monde dont ils voulaient se dégager. Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne. Bonsoir, on va parler des nouveaux visages du cinéma coréen aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que Decision to Live ou Parasite. Je vous emmène au Festival du film coréen de Paris. Allez, à tout de suite tout le monde. Restons un petit peu au pays de Chéri Samba, tiens, en RDC, avec Tabouley Rochereau. C'est une star de la rumba congolaise. C'est le père du rappeur Youssoufa, figurez-vous. C'est le grand-père de la rappeuse Shai. Voilà, comme ça vous savez tout de son CV. La chanson s'appelle Mazé et elle date de 1982. Namona moto nini nameka na yo te motema na ngai ekangami motambo na yo bapekisa batikala na nsoni yo elongi nzoka esangisa bacharme maze oleka nzela bato banso bakobaluka kitoko etondi yo nzoto maze bakoma bayemba vraiment na mona te mobimba ya moto etonda nzoto na elegance ezali likambo bana mibali bakufa ye bandeko batala maze na lineti ye leki ya mopati bimaze aleka mibali mitema mikobeta wo mwana ya mama ite maze bandeko batala maze na lineti ye leki ya sharufa ye maze aleka mibali mitema mikobeta ye mama ite mama olingo ngana etokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire maswa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso olingo ngana etokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire maswa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso kitoko etondi yo nzoto maze ongenga mafuta wolo na nzoto ye mobimba ya moto etona nyonso na bote kobanda linzaka miso na nsuki ye abwaka lokolo oyo nde nsuka ya démarche aluka Kinshasa mobimba bato bakufa ye olingo ngana etokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire maswa madina kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso nzoto maze ongenga mafuta wolo na nzoto e mobimba ya moto etonda nyonso na bote kobanda linzaka miso na suki ye abwaka lokolo oyo nde nsuka ya démarche aluka Kinshasa mobimba bato bakufa ye. Et bienvenue au Venezuela, et vraiment bienvenue, parce que c'est ce que voudrait le président Nicolás Maduro, qui entend faire du tourisme le nouveau pétrole. L'industrie pétrolière qui a tant rapporté au pays s'est complètement effondrée. Je ne vous rappelle pas combien le pays est exsangue. Il faut trouver une vraie source de revenus. Ce sera donc le tourisme. Les premiers touristes seront polonais. Ils arrivent le mois prochain en charter, réellement. Ils viendront se poser sur l'île paradisiaque de Margarita pour profiter des plages magnifiques. Parce qu'il y a au Venezuela des coins magnifiques. Il reste cependant beaucoup à faire pour être à la hauteur des nouvelles ambitions. Exemple, ce village de Rio Caribe qui est sur la côte, qui n'a qu'une petite centaine de lits à offrir aux touristes, alors qu'il y en avait encore presque 2000 il y a quelques années. Le reste, c'est Alice Campagnol qui raconte.
Dans la petite ville de Rio Caribe, à l'est du Venezuela, aujourd'hui on fête la Saint-Michel. Malgré la chaleur écrasante, ils sont nombreux, les fidèles et les simples curieux, à s'être réunis sur la place. Mais cette affluence n'est rien comparée avec celle qu'a pu connaître la zone il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis pharmacienne et à l'époque, pour la Saint-Michel et au moment de la Semaine Sainte, on terminait systématiquement en rupture de stock. Il y avait du monde partout dans les rues et les logements étaient remplis à 100%. La péninsule de Paria est connue pour la beauté de ses plages, ses cultures de cacao, sa gastronomie, des atouts qui en ont longtemps fait une destination touristique de premier ordre. Mais depuis, la crise vénézuélienne est passée par là, taux d'inflation à 6 chiffres, pénuries alimentaires, criminalité. Si ces problèmes sont en partie résolus, ils ont éloigné les touristes internationaux. Et des obstacles, il y en a d'autres maintenant. Rosa Granado tient un cybercafé à Rio Caribe et sur les réseaux sociaux, elle vante les mérites touristiques de sa région. Il n'y a plus autant de touristes qu'avant et c'est pour ça que l'on fait ces vidéos, pour que les gens reviennent. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes. Et bah voilà, ça c'en est un. Est-ce que tu peux me dire ce qui vient de se passer? Une coupure d'électricité. On a aussi pas mal de problèmes avec les connexions, le réseau internet est souvent coupé. Il faut absolument améliorer ça. À quelques kilomètres de là, Jesus Méndez Guerrero gère l'un des plus beaux hôtels de la région. Pour lui, comme pour tous les professionnels du tourisme, le problème, c'est le carburant. Il est très difficile de s'en procurer dans la zone, alors il adapte ses services. Quand un client m'appelle et qu'il dit qu'il va venir en voiture, je suis sincère, je lui dis ici dans la région, le carburant c'est l'enfer. Mais par contre, je lui explique tout de A à Z. Il faut s'arrêter dans tel village, il y a 2 stations-service, une en dollars et l'autre subventionnée. Elles fonctionnent toutes les 2 24 heures sur 24 et ensuite il y en a une autre dans telle ville. Et je lui décris comme ça tous les endroits sur le chemin où trouver du carburant. Et malgré tout, alors qu'il y a 2 ans personne n'appelait, aujourd'hui nous avons entre 18 et 25 appels par jour pour des renseignements. Le Venezuela a connu une timide reprise économique qui a stimulé le secteur pour les visiteurs qui n'ont pas peur des coupures d'électricité, des coupures d'eau et du manque de carburant. Les professionnels veulent croire en une reprise du tourisme. Billy Esser tient un hébergement à Rio Caribe. Il y a les Polonais qui arrivent. C'est un accord entre le gouvernement vénézuélien, le gouvernement polonais et des agences de tourisme. Donc le vol se posera sur l'île de Margarita. Et ici les touristes pourraient venir pour faire la route du cacao, par exemple. Il suffirait simplement de traverser en bateau depuis l'île. Et ils pourraient loger une nuit sur place. Si Billy Esser attend les vols de Polonais avec impatience, ils sont nombreux à croire que la péninsule de Paria ne profitera pas de ce tourisme centré sur les hôtels all-inclusive de l'île voisine, comme c'est déjà le cas des visiteurs russes depuis l'ouverture d'un vol direct Moscou-Margarita en août 2021. Alice Campagnol pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Sébastien Cabrita dos Santos. Et Sébastien, nous sommes d'abord en Indonésie avec une première mondiale. Le tout premier vol commercial avec un carburant d'un nouveau genre intitulé From Nature to Future, de la nature au futur en français. Un peu plus d'1 heure de trajet au total pour une centaine de personnes entre la capitale Jakarta et la ville de Solo, tous à bord d'un avion propulsé à l'aide d'un combustible produit à partir d'huile de palmiste, à ne pas confondre avec l'huile de palme qui est extraite du fruit. Pour l'huile de palmiste, c'est le noyau que l'on vient directement broyer pour en sortir l'essence, mais dans un cas comme dans l'autre, on se sert bien des cultures de palmiers à huile. L'Indonésie, premier producteur mondial, est régulièrement accusée par des ONG de participer à la déforestation de notre planète, mais présente pour autant cette innovation comme une révolution écologique dans l'aviation civile qui doit en partie permettre à Jakarta d'atteindre son engagement zéro émission nette d'ici 2060. Nous sommes maintenant au Chili, Sébastien, où la nouvelle mouture de la Constitution est prête. Elle, c'est Béatrice Evia, la présidente du Conseil constitutionnel, qui dit tout le bien qu'elle pense de ce nouveau texte, tout fraîchement écrit, approuvé par un conseil dominé par la droite et l'extrême droite. Il faut encore passer par un référendum pour qu'il soit définitivement adopté. Le peuple doit se prononcer le mois prochain, mais déjà des voix s'élèvent pour dénoncer un projet de loi
ultra-réactionnaire. Pire encore, disent certains, que l'actuelle constitution, vestige de l'ère Pinochet, avec une possible remise en cause de l'accès à l'avortement, aujourd'hui autorisé en cas de viol ou de malformation du fœtus, à contre-courant, d'autres pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine, la Colombie ou l'Uruguay, où l'avortement est désormais entièrement légal. La gauche craint aussi une remise en cause du droit de grève. Quant à droite, on applaudit notamment le durcissement annoncé des contrôles aux frontières et le renforcement de la lutte contre le crime organisé. Et puis ça résonne, mais c'est normal. Nous sommes dans un musée espagnol vraiment pas comme les autres. Là où l'on peut voir ce qu'il est impossible de voir ailleurs. Le musée de l'art interdit a ouvert ses portes il y a quelques jours à Barcelone. Nous exposons des œuvres qui ont été censurées à leur publication, des œuvres violentées, explique celui qui est à l'origine du projet. Tacho Benet, un homme d'affaires catalan qui expose ainsi 42 œuvres sorties de sa collection personnelle, une sculpture de l'ancien président irakien, Saddam Hussein ligoté dans un aquarium, l'égérie de McDonald's, Ronald crucifié, le dictateur espagnol Franco coincé dans un frigo siglé Coca-Cola ou encore des dessins réalisés par des détenus dans la plus célèbre des prisons haute sécurité américaine, Guantanamo. Souvent les artistes sont assez méconnus du grand public, mais on retrouve aussi des œuvres de Goya, de Picasso, d'Andy Warhol ou encore d'Ai Weiwei avec son portrait d'un banquier entièrement réalisé en Lego. Le fabricant de jouets avait refusé l'exposition de cette œuvre qu'elle jugeait trop politique. Sans blague, Sébastien Cabrita dos Santos, merci beaucoup. Vous partez avec Sarah Mackenzie. Quoi. What have you done to me? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya. The music plays with me. I never meant to walk your way, and then one day love walked my way, and now I'm all la 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 la, pa-ra-pa-pa-pa, qua 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 qua, qua 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 qua, qua 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 qua. What is the meaning of pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya? The rhythmic feeling of I never thought I'd get the call, or that I'd ever dance at all. But now I'm all la 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 la, pa-ra-pa-pa-pa, qua 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 qua, oh je ne sais quoi. The truth in life is what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua 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 qua. A whim, a woe, away now. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa. A whim, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La 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 la, pa-ra-pa-pa-pa, qua 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 qua. Je ne sais quoi. Sarah Mackenzie, quoi, sur France Inter. Le Monde à 18h51, c'est l'édito de Marion Van Renterghen, reporter et éditorialiste à l'Express. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Marion, vous nous expliquez ce soir pourquoi les États-Unis sont obligés de revoir complètement leur stratégie internationale. Alors les États-Unis de Joe Biden se retrouvent exactement dans la situation et sur les terrains où ils ne voulaient surtout pas être. L'Europe d'abord, ce vieux parent qu'ils ont tant de fois protégé et qu'ils encouragent à renforcer ses propres capacités militaires, elle n'était plus leur priorité. La Russie ensuite, leur vieil ennemi de la guerre froide, elle n'était plus leur défi majeur. C'est la Chine qui les domine dans le monde par le volume de son commerce, qui étend son pouvoir d'influence sur tous les continents. Et elle a affiché son intention d'accaparer Taïwan, la protégée de l'Amérique. Le Moyen-Orient enfin, ils y ont investi d'innombrables efforts pour amener la paix. Pour amener à la paix, les dirigeants palestiniens et israéliens en vain.
Depuis Barack Obama, ils avaient décidé de les laisser régler leurs affaires. Bref, les États-Unis avaient plus ou moins fait place nette. Ils pouvaient se consacrer à leur rivalité avec la Chine, leur priorité pour assurer leur sécurité stratégique. Ils pouvaient se concentrer sur le Pacifique et se détacher de l'Europe autant que de ce Moyen-Orient compliqué où il n'y a que des coups à prendre. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est raté. Ah oui, c'est complètement raté. C'est même tout le contraire qui se passe. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Joe Biden a été rattrapé par la guerre de Poutine en Ukraine et par l'évidence pour le leader du camp occidental de soutenir une démocratie attaquée sur le continent européen, frontalière des pays de l'OTAN. Moins de 2 ans plus tard, c'est le Moyen-Orient qui le rappelait. 3 jours après le pogrom commis en Israël par les terroristes du Hamas le 7 octobre, le porte-avions USS Gerald Ford arrivait en Méditerranée orientale. Un autre, le USS Dwight Eisenhower, était en route pour se rapprocher de l'Iran. L'Amérique envoyait 2 messages. À Israël, vous n'êtes pas seul. À l'Iran, ne vous mêlez pas de ça. Des bases américaines ont été attaquées en Irak et en Syrie. Un navire de guerre a abattu des missiles de croisière et des drones dirigés contre Israël par les milices houthis du Yémen, alliés à l'Iran. Si l'Iran et le Hezbollah s'impliquent, l'Amérique pourrait se sentir obligée de répondre. Et voilà comment M. Biden est devenu président en guerre, là où il ne voulait pas l'être. Et ça veut dire que les États-Unis restent donc les gendarmes du monde ? De fait, ils sont les seuls à pouvoir dissuader l'Iran d'une escalade régionale et à avoir de l'influence sur Israël, à pouvoir imposer dans l'avenir une solution à 2 États. Mais leur sens de la responsabilité n'est pas éternel, car il est lié à un homme particulier, Joe Biden. Un homme de la guerre froide, attaché aux relations transatlantiques, qui va à contre-courant d'une opinion américaine de plus en plus travaillée par l'isolationnisme. À l'image du nouveau président de la Chambre de représentants, Mike Johnson, le Parti républicain est devenu le parti du repli national, inculte en relations internationales, de plus en plus réticent concernant l'aide à apporter à l'Ukraine et tous les engagements américains à l'étranger. L'Amérique a 1 an devant elle pour être en Ukraine et au Moyen-Orient, cette nation indispensable dont parlait l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright. Après les élections du 5 novembre 2024, c'est plus incertain. Marion Van Rentergem, merci beaucoup. Vous revenez demain. Le cinéma en VO, c'est maintenant. Corinne Pellissier est là. France Inter. Un jour dans le monde. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라 건강들 하시고 일거리가 없으셔도 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라 영어 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Alors Corinne, parce qu'on ne peut pas résumer le succès du cinéma coréen, la Palme d'Or aux 2 Oscars de Parasite, vous nous emmenez aujourd'hui dans un festival à Paris, découvrir les nouveaux visages de ce cinéma qui n'en finit pas de faire des émules. Ouais, vous allez pouvoir frimer avec vos amis, Fabienne, même si je sais que vous connaissez par cœur vos classiques. Bien sûr. Ces 3 grandes références débarquées en France dans les années 2000 avec la grande vague Hollywood, Park Chan-wook, Decision to Live, Old Boy, Kim Ji-woon, Bittersweet Life et bien sûr Memories of Murder, Bong Joon-ho, réalisateur également du phénomène Parasite, le film qui a fait entrer en 2020 le cinéma coréen dans nos foyers. Rendu accro Monsieur Tout le Monde, c'est au Festival du film coréen de Paris que je vous emmène pour mesurer l'ampleur de ce phénomène. Une toute petite équipe composée exclusivement de bénévoles depuis 18 ans autour du programmateur David Treadler. Ils font tout, ils choisissent les films, ils les traduisent, ils préparent les bandes annonces comme celles que vous entendez et sont souvent les premiers à présenter en France des réalisateurs que vous verrez peut-être un jour au Festival de Cannes. L'intérêt du festival, c'est de venir découvrir les jeunes pousses du cinéma coréen, puisque pour une grande partie du public français, on leur demande de citer un film coréen. Le premier qui sort, c'est Parasite. Dès qu'un film est repéré par Cannes, Berlin, Venise, tout de suite les distributeurs français s'y intéressent d'un peu plus près. Ça peut parfois paraître réducteur, mais c'est aussi une force parce que ça reste un cinéma social. Tout le regard sur la jeunesse, la pression sociale sur la jeunesse, tout un côté géopolitique sur les relations avec la Corée du Nord, l'époque coloniale, c'est quelque chose qui est assez prégnant. Et il y a toute une richesse qui vaut les plus grandes cinématographies du monde. Alors, quelques idées de thématiques, des histoires cette année autour de soucoupes volantes, de tremblements de terre, de catastrophes, avec le film Concrete Utopia qui va représenter la Corée aux Oscars. Et puis cette starlette en détresse dont l'excellent Killing Romance du réalisateur Lee Woon-suk. Si vous aimez l'univers de Wes Anderson, c'est un film pour vous, une comédie romantique un peu loufoque, avec dedans aussi de l'humour, de l'action et même de l'horreur. Alors en attendant, Corinne, le festival s'est ouvert hier sur le plus gros succès de l'été en Corée, c'est Smugglers, 5 millions de
de spectateurs. On le verra d'ailleurs au cinéma en France assez prochainement. Il vient de trouver un distributeur. Voilà, l'occasion de découvrir pour le coup une nouvelle grosse pointure du cinéma coréen. Le réalisateur Ryu Sang-won, auteur déjà d'une quinzaine de films, dont très peu sont sortis en France. Il nous raconte avec Smugglers une histoire de contrebande dans la Corée des années 70 sous dictature. C'est un film d'action au féminin, doté d'une BO super addictive, tourné en grande partie sous l'eau autour d'un groupe de plongeuses avec un requin, quelques vilains. Tonalité un peu kitsch, mais le résultat est jubilatoire, inspiré de ses années d'adolescence. La plus grande source d'inspiration de ce film, c'est les souvenirs que j'ai de mon enfance dans les années 70. Il y a la musique populaire des années 70, les grandes stars asiatiques comme Bruce Lee, également la façon dont ces stars s'habillaient, la mode, également les vedettes, les stars américaines de films de genre, leur comportement, leur style. Les années 70 en Corée sont vraiment une époque qui est complètement différente de celle que la Corée connaît aujourd'hui. C'était à l'époque une société qui connaissait encore donc les conséquences de la guerre de Corée des années 50. Donc la Corée était encore pauvre et à cause de la guerre froide, il y avait énormément de restrictions. Et vous voyez dans le film, en fait, il s'agit de contrebande de petites choses de rien du tout de la vie quotidienne. C'était de la nourriture ou des vêtements, mais qui à l'époque étaient interdits. Donc c'est vraiment à travers cette pression et ces restrictions qu'on avait tous eu une soif de liberté et que ce désir-là a vraiment explosé dans tous les domaines de la Corée. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, le festival donc se poursuit Corinne jusqu'à mardi prochain. ffcp-cinéma.com, ça c'est pour les infos. Et puis j'ajoute, parce que vous me l'avez glissé, la sortie en librairie d'une énorme bible consacrée au cinéma coréen, 350 pages signée Bastian Meyerzohn, et le titre c'est Hollywood aux éditions EPA. Voilà, j'ai tout dit. La suite du 18-20, c'est le journal d'Hélène Philly tout à l'heure à partir de 19h, et puis le téléphone sonne. Bonsoir Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne. Rédactrice en chef du 18-20. Cette semaine, ce soir, on lève la tête dans le téléphone sonne. Et oui, pour voir si un astéroïde ne va pas nous tomber sur le coin du nez. Non, plus sérieusement, on va se demander ce que les astéroïdes peuvent nous raconter de notre planète, de l'univers qui nous entoure et de sa création. Et par exemple, Nathalie se demande si la plus grande partie de l'eau sur Terre a été amenée par ces astéroïdes. Louis se demande, lui, si on peut imaginer qu'un virus inconnu pourrait arriver toujours sur Terre par le biais d'un astéroïde. Et nous serons avec Patrick Michel, c'est le grand spécialiste des astéroïdes, très grand vulgarisateur, 01 45 24 7000 bien sûr.